Monsieur Sostène Kongotila Samba. Il est président, initiateur du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Ah, il a l'air d'un arbitre. Et je ne sais pas, il va donner un carton rouge à qui, pourquoi. Monsieur Sostène Samba. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Mes chers compatriotes, distingués invités, messieurs les intervenants, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à remercier l'auditoire qui a répondu présent pour ce débat d'idées que nous avions sur des thématiques politico-sociales sur notre cher continent, l'Afrique, et plus précisément le Congo-Brazzaville. Je salue et je remercie M. Ludovic Mani, président du CUR, de m'avoir invité. Et je remercie également les différents panélistes pour leur contribution. Ma contribution à moi portera essentiellement sur la problématique de l'alternance politique en Afrique. Et mon propos débute par un constat simple. Le manque d'alternance démocratique est l'un des symptômes nourrissant la défiance de sociétés civiles africaines à l'égard de ce que je qualifierais d'importation de la démocratie à l'occidentale. En effet, à l'exception de quelques cas historiques d'une alternance politique pacifique, l'exemple du Sénégal où le président Senghor cède le pouvoir en 81 à son premier ministre Abdou Diouf, qui lui-même le transmettra pacifiquement quelques années plus tard à Abdoulaye Wade, ou encore le président Ahidjo du Cameroun qui cède pacifiquement le pouvoir à Biya en 82, force est de constater qu'à l'heure actuelle, où nous parlons, l'alternance politique dans de nombreux États africains demeure leur mort, ou à tout le moins se réalise dans un bain de sang. Les événements turbulents ayant récemment contraint à l'exil l'ancien président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, confirment malheureusement cette triste réalité. On a cette impression de mimétisme chez certains dirigeants africains qui s'accrochent obstinément au pouvoir. Pardon le peuple, le privant de son droit le plus légitime, qui est de choisir lui-même ses dirigeants et de renouveler ainsi la scène politique. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s'interroger sur les facteurs fondamentaux qui expliqueraient certainement l'incapacité quasi chronique qu'ont nos gouvernants à ne pas favoriser l'alternance politique. Sans vouloir refaire totalement l'histoire, on pourrait visualiser les facteurs conscients des frères à la concrétisation de l'alternance politique en Afrique sur des périodes historiques spécifiques, notamment la période coloniale, la fin de la colonisation et l'accession des pays africains à l'indépendance souveraine jusqu'à nos jours. Avec l'accession des pays africains à l'indépendance dans les années 60, la centralisation du pouvoir inspirée de la colonisation s'accentue. Les tout premiers dirigeants africains, parfois peu outillés pour assurer leurs fonctions, s'inspirent beaucoup du système colonial pour asseoir durablement leur autorité. Ils dirigent leur pays d'une main de fer et sans partage, sans possibilité d'alternance aucune. C'est le cas par exemple de la RCA avec Bokassa, du Togo avec Yassine Yadema, de l'Ouganda d'Imin Amin, de Sékou Touré en Guinée et Conakry. Et aujourd'hui, plus précisément au Congo-Brazzaville, 32 ans de dictature, celui du président Denis Sassou Nguesso. Ces dirigeants instaurent une seule et unique mouvance politique, le parti-État, tel que cela fut le cas au Congo-Kinshasa avec le feu Mobutu. Ce sont des systèmes de partis uniques avec des leaders forts, omniprésents et omnipotents, qui font fi de toute divergence politique. L'alternance au pouvoir, lorsque celle-ci arrive, se fait rarement de façon pacifique et démocratique. On assiste alors, durant cette période, à de nombreux coups d'État, à des putschs qui sont parfois pilotés de l'extérieur par l'ancienne puissance coloniale. Il est à noter que l'autoritarisme politique n'est pas pour déplaire aux partenaires commerciaux, aux alliés politiques de toute nature, qu'ont désormais ces nouvelles démocraties. Au contraire, les régimes despotiques confèrent une stabilité dans ce système mafieux et officieux, tel que la France-Afrique, où l'ancienne puissance coloniale veille à la préservation des intérêts économiques et assure en échange la pérennisation au pouvoir
et l'enrichissement illicite des dirigeants corrompus. Dans ce régime non démocratique, il est précisé que l'alternance politique n'est pas dans l'intérêt de la classe dirigeante, car cela impliquerait plus de transparence dans la gestion des fonds publics, la perte de revenus importants acquis de façon illicite et un sentiment de culpabilité vis-à-vis du peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir politique. Dans les années 90, bon nombre d'États africains, pour sauver leur apparence et surtout pour calmer la grogne populaire, vont s'ouvrir au multipartisme et abolir le système des partis uniques en théorie. La réalité est cependant tout autre. Loin de vouloir favoriser une réelle alternance politique, certains dirigeants africains usent de nombreuses superfuges politiques en organisant des simulacres d'élections qu'ils remportent généralement à des scores soviétiques, 92%. Faire croire aux jeunes, par exemple, que le problème du Congo-Brazzaville se résume uniquement à la personne du président Denis Sassou Nguesso et tout son système, et qu'il faut ou qu'il suffit seulement de le chasser pour que la jeunesse ait l'emploi, la justice, l'égalité des chances, la libre expression et la vie en rose est une escroquerie et un mensonge. Dans les années 90, ces mêmes promesses nous avaient été faites par la vieille classe politique, alors que nous avions pour la plupart d'entre nous 19 ans. Mais cette vieille classe politique nous avait roulé dans la farine en volant notre révolution. Car le radicalisme de notre génération à cette époque avait contraint le même président aujourd'hui, ça veut dire Denis Sassou Nguesso, et son PCT a accepté la tenue de la conférence nationale. Mais la vieille classe politique, soucieuse seulement de remplacer M. Denis Sassou Nguesso et son PCT pour faire la même chose, et pour instaurer la démocratie et faire du Congo un état de droit, moderne et civilisé, elle a instauré l'ethnocratie à la place de la démocratie. À la place de la barbarie primitive basée sur l'ethnie, à la place du multipartisme idéologique. Mes chers compatriotes, et à vous tous invités, le tribalisme est l'arme nucléaire la plus efficace pour diviser les pauvres entre eux, les faire s'entretuer pour détourner leur attention sur la gestion de l'argent public. La vraie position de la nouvelle génération politique en Afrique et au Congo en particulier, et des jeunes aujourd'hui, est de ne pas laisser à nouveau ces ethnocraties voler notre future appartenance en Afrique et au Congo. Car nous le sachons, et nous le savons tous, que le président Denis Sassou Nguesso, par exemple, doit partir à la fin de son mandat, en 2016, au plus tard le 12 août. Et pour remettre le Congo à plat dans tous les domaines, et mettre des véritables contre-pouvoirs dans tous les domaines de l'État, et pour empêcher aux futurs dirigeants de nos pays, partout en Afrique et du Congo, de tomber dans une dérive dictatoriale et des pillages de nos richesses. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso est en fin de mandat. L'âge n'est plus requis. La Constitution est trop claire, si bien que la question du changement, de modification du référendum ne devrait même plus avoir lieu. C'est carrément une démarche égoïste. L'Afrique a une conception très traditionnaliste du pouvoir. On veut à tout prix y rester. Et on va même plus loin. Par la guerre, la jalousie, la haine, le fanatisme aveugle et d'autres mots semblables et susceptibles de blocage d'évolution d'un peuple. S'il est vrai que tout pouvoir vient de Dieu, il n'en demeure pas moins vrai qu'il passe par le peuple, car c'est lui qui vote et accepte les lois votées. Car dit-on, personne n'est au-dessus de la loi, pas même un président de la République. Le développement de l'Afrique, donc, doit commencer par un vrai changement de mentalité, tout en passant par une profonde prise de conscience de la jeunesse. Et décidément, nous dirons que les conférences nationales que nous avions connues n'ont servi à rien. Si après avoir adopté la façon de faire à l'européenne, je pense ici à la démocratie, le système économique, bref, la République et la modernisation, nous ne sommes toujours pas capables d'en vivre. Alors, repartons très humblement, mes chers frères, et soyons courageux pour dire que ce mode de vie ne nous convient pas. Repartons à l'état nature. Et donc, nous donnerons raison à un certain président, lors de son déplacement au Sénégal, qui a dit « l'Afrique, l'homme noir en particulier, n'était pas encore rentré dans l'histoire ».
C'est tout simplement malheureux de constater cela. Mais qu'en est-il de la situation de l'alternance politique au moment où nous parlons? Sans faire montre de pessimisme, c'est malheureux le statu quo qu'on observe partout en Afrique et au Congo. Les pays africains sont confrontés à leurs vieux démons. La fermeture à l'alternance démocratique. Le grand paradoxe est que les institutions politiques existent. Les procédures électorales devant favoriser l'alternance sont bel et bien gravées dans les constitutions. Mais leur application n'est cependant pas effective. Pourquoi? Les gouvernements de certains États, que vous connaissez sans doute, bafouent continuellement le texte des lois votées à l'unanimité par leurs députés. Ils modifient le jeu politique à leur guise. Une fois leur mandat arrivé quasiment rendu à terme, des exemples, celui de M. Kabila au Congo-Kinshasa, qui suggère un recensement national de la population, alors avec une population de 67 millions d'habitants, ce recensement prendra quasiment 4 ans. Ça veut dire qu'il sera toujours président. Et celui du Congo-Brazzaville, où M. le Président de la République, Sassou Nguesso, demande et fait appel à un référendum. L'article 57 de la Constitution est clair là-dessus. Cela ne peut faire l'objet d'aucune modification. Le nombre de mandats ni l'âge. Il est dans la même démarche illégale de révision constitutionnelle à des fins personnelles. Vu les articles 85 de la Constitution du Congo, l'article 158 ne lui permet plus. Et dans cette difficulté, la concrétisation de l'alternance démocratique en Afrique et au Congo, en particulier, l'attitude de certaines grandes puissances occidentales, représentées par le biais de leurs multinationales, est également à dénoncer. Ces multinationales qui exploitent potentiellement les richesses pétrolifères et diamantaires ne dénoncent que timidement toutes les malversations commises par ces pouvoirs. D'autres facteurs exogènes constituant des freins d'alternance politique en Afrique peuvent être évoqués: le népotisme, la corruption, l'armée au service d'un dictateur, des partis politiques fantômes ou des posants clientélisme incapables de mobiliser leur base. Une fois que les causes de la non-concrétisation de l'alternance portées au grand jour, il convient logiquement d'énumérer quelques pistes de solutions. Restreindre les mandats présidentiels, provoquer le changement de mentalité, favoriser une alternance politique. Les dirigeants doivent tirer les leçons d'histoire et faire une introspection. Dénoncer les ingérences étrangères dans la politique interne des pays souverains. Dénoncer l'immobilisme de la communauté internationale. Dénoncer le double jeu multinational étrangère. Et la diaspora doit pleinement jouer son rôle de l'extérieur. Car la relation franco-congolaise n'est pas l'apanage du président Denis Sassou Nguesso, c'est une relation séculaire qui existe bien avant lui et continuera. Nous en sommes convaincus d'une manière encore beaucoup plus intense et beaucoup plus enrichissante pour les deux pays après lui. Sachez que l'âge et la Russie fera face à l'exubérance inflexible de cette jeunesse africaine et du Congo en particulier qui rêve d'une alternance. Il est important finalement de souligner la mobilisation de la société civile, la jeunesse africaine qui est de plus en plus réactionnaire et dénonce avec véhémence et virulence les agissements de ses dirigeants au pouvoir. Nous saluons le courage du peuple burkinabé qui récemment, avec ténacité, a conduit l'éviction sans condition du dictateur Blaise Compaoré. Nous en sommes impatients de voir et de toucher de bout de doigt l'alternance politique au Congo-Brazzaville. Mon propos, comme le souligne ici mon frère, car le temps est proche, mon propos sur la nécessité de l'alternance se termine par le mot de ce philosophe Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social qui disait, je cite, « La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et pour le peuple. » Je vous remercie. On comprend bien pourquoi le carton est rouge. Le cas où M. Sassou Nguesso a appliqué la force, en changeant la constitution et en étant vouloir forcer les Congolais à être candidats. Et c'est ce que nous allons donc faire.
nous allons donc demander un soulèvement populaire. Et donc il y a des stratégies que nous allons penser en jeu, puisque nous savons que les intérêts du Congo, notamment les intérêts de M. Sassou, c'est au niveau des compagnies pétrolières. Nous demanderons en tant que projet le point noir et d'occuper le point le plus important, notamment occuper la base totale, occuper la base éliminée, occuper l'idée. Et à ce moment-là, on va empêcher tout chargement des cargaisons et nous pensons que ça va changer la dynamique des choses. Voilà un peu les stratégies que nous avons. Qu'en dites-vous du rendez-vous pris par rapport à l'Assemblée nationale à Ottawa? Madame, écoutez, nous sommes dans plusieurs démarches, comme a su le dire par rapport ici. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelconque modification de la Constitution, ni que M. le Président de la République Sassou Nguesso appelle les Congolais à un référendum. Nous avions pris un rendez-vous, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, ici au Canada. Nous allons rencontrer les parlementaires canadiens. La semaine prochaine, ça va être le mercredi, nous allons les rencontrer. Nous voulons que le Canada prenne le leadership pour présenter le problème du Congo sur la face à l'ONU. Et nous sommes en train de mettre des balises en place pour empêcher, coûte que coûte, qu'il y ait du terrorisme le plus accentué au Congo, que M. Sassou Nguesso passe en France. Donc nous allons aller là-bas, nous allons parler avec les parlementaires. Ça se va se passer le mercredi à Ottawa. Et puis nous avions donc décidé de prendre le leadership, en demandant au Canada de prendre le leadership dans le sens où il faut qu'il y ait des sanctions soient données à Sassou, c'est-à-dire M. Sassou, son entourage, les familles et toutes leurs familles ou membres de famille qui sont au niveau d'international. On va dérouiller les comptes bancaires, on va les interdire de voyager. Et c'est de cette façon que nous allons mener la pression au niveau de M. Sassou. Et soyez-en sûrs, madame, qu'il ne pourra jamais être